faut qu'on se lance à un moment donné. Oui. Et moi, je t'attends ton top. Hein. C'est à moi de donner le top. De meuf. Attends, fais voir. Une pièce. Incroyable. On a besoin d'exprimer notre colère. De meuf. Une pièce. Le podcast. Ah, trop bien. Non. Non. Bonjour Bonjour. et bienvenue dans Deux meufs, une pièce. Un podcast culturel animé par Claire, et Célia. dans lequel on va vous parler de pièces de théâtre qu'on a vues récemment. De spectacles de danse aussi. Et on espère que ça va vous plaire. Célia et moi, on a travaillé pendant 10 ans dans la communication du spectacle vivant. C'est un milieu qui nous a apporté beaucoup de positifs, beaucoup d'apprentissage. Ça nous a ouvert le regard sur de nouvelles façons de voir les choses. Ça nous a fait découvrir beaucoup de choses aussi, beaucoup de disciplines artistiques qu'on ne connaissait pas forcément, des thématiques, des artistes. Ça nous a fait rêver, pleurer. Et aujourd'hui, on travaille plus dans le spectacle vivant, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de garder un lien fort avec le milieu. Et ce lien fort, il passe justement par le fait d'être encore aujourd'hui spectatrice. Et on espère qu'on réussira à vous partager un peu ce plaisir-là. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que on n'a pas du tout pour prétention de faire des critiques de spectacle. On n'est pas journaliste, mais on est spectatrice et donc on a quand même le droit d'avoir des ressentis quand on va voir des pièces de théâtre ou de danse. Et c'est ces ressentis-là qu'on veut faire passer au travers du micro. Dans ce tout premier épisode de Deux meufs, une pièce, on va vous parler d'une pièce de théâtre et marionnettes qu'on est allé voir au théâtre Sylvia Montfort cette semaine. Dracula, Lucy's Dream de Ingvild. J'ai oublié son nom. De Ingvild Aspelli. C'est vrai qu'on ne s'est pas facilité la tâche pour ce tout premier épisode. Aspelli, ok. On va dans du nom norvégien, donc désolée par avance si la prononciation n'est pas exacte. Ingvild Aspelli. Et donc ce spectacle a été créé en 2021 et il est inspiré du roman Dracula de Bram Stoker. Et c'est un spectacle de théâtre, mais avec des marionnettes. Pas du tout un spectacle pour les enfants, puisque la thématique est plutôt assez sombre. Ça a duré 1 heure et c'était assez perturbant et en même temps marquant visuellement. Mais avant qu'on aille plus loin dans la présentation de la pièce, Célia, j'ai envie qu'on se lance un défi. Vas-y, je t'écoute. J'ai envie qu'on essaye de pitcher le spectacle en 30 secondes. Ok. Et genre à 2 ? À 2. Ça va se couper la parole, ça va bégayer. Ok. Ça va perdre ses mots, ça va peut-être laisser un blanc de 30 secondes. On ne sait pas. Non, peut-être pas 30 secondes quand même. On se tente ? Vas-y. Allez. Je mets un petit chrono. Attendez. 3, 2, 1... Go! Pour le premier épisode de Deux meufs, une pièce, nous sommes allés voir Dracula de Ingvild Aspelli. Dracula, bien sûr, oui, Dracula, avec comme sous-titre Lucy's Dream, puisque la pièce s'intéresse surtout au personnage de Lucy, qui a été victime de Dracula et qui se retrouve enfermée dans son monde intérieur avec ses propres démons et sa peur et en même temps son attraction face à ses nouvelles pulsions. Non! Et c'est tellement rapide. Aïe. Bon, bah, j'espère qu'on sera meilleur pour les autres épisodes. Bon, écoutez, ça vous a donné une petite idée quand même, voilà. Oui. Est-ce qu'on leur lit le vrai pitch en comparaison ? Ah bah ouais. Allez. Tu veux que je lise ? Donc ça, c'était notre version ratée, mais ensuite, il y a un vrai pitch qui a été proposé tout de même par le théâtre Sylvia Montfort lui-même, qu'on va vous lire, afin que vous puissiez comprendre le spectacle avant qu'on vous en parle. Alors,
Dans son adaptation visuelle du célèbre mythe de Dracula, Ingvild Aspelli prend le parti de s'inspirer librement de l'histoire de Bram Stoker pour s'attacher plus particulièrement aux figures féminines. Elle se concentre sur l'expérience du personnage de Lucy, la première victime de Dracula, dans son combat contre son démon intérieur. Incarné par le vampire, il représente la domination, la dépendance et l'addiction à une force destructrice. Associant comédien en chair et en os et marionnette à taille humaine, la metteuse en scène présente une variation sur l'irrésistible attraction du vampire et compose une relecture piquante de la légende dont elle souligne la forte charge érotique. Le spectateur embarque dans un voyage intime et psychique, explorant les limites entre la vie et la mort, la possession et la liberté. La métaphore de l'emprise grandit au fil d'un récit aussi fascinant que terrifiant. Ça a duré beaucoup plus que 30 secondes. Hein. Voilà, donc à un moment donné, c'est pas de notre faute si on n'a pas réussi à tenir les 30 secondes pour présenter le spectacle. Est-ce que tu veux nous parler, Célia, de ce qui t'a marqué dans ce spectacle ? Oui, tout à fait, Claire. Donc moi, ce que j'ai vraiment retenu, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est vraiment le décor et les marionnettes. Parce que le décor est assez vide, en fait, mais il y a beaucoup d'effets lumineux qui sont utilisés pour rendre le tout un peu sombre et mystérieux. Et à tel point que des fois, on ne sait plus si c'est vraiment des comédiens ou des marionnettes qui sont sur scène. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup marquée, c'est la musique qui était incroyable, à tel point qu'à la fin, je t'ai dit « Il faut absolument que je trouve la musique sur Spotify » et tu m'as dit c'est une création pour la pièce. Mais peut-être qu'elle est quand même disponible quelque part, je ne sais pas. Non, j'ai regardé, je l'ai pas trouvée. Mais il y avait une chanson qui s'appelait Children of the Light au moment où Dracula apparaît et je trouvais que ça mettait vraiment dans une posture un peu de rêve onirique assez marquant. Et donc ça, c'est vraiment les deux choses que j'ai retenues du spectacle, la façon dont les comédiens réussissent à manipuler les marionnettes, c'était impressionnant. Je rejoins complètement ton avis. En fait, donc ce sont des marionnettes à taille humaine qui sont manipulées à vue par les comédiens qui jouent avec la marionnette, donc qui manipulent en même temps qu'ils jouent eux-mêmes. Ce qui est une performance, il me semble quand même assez folle. Enfin, ça demande quand même une vraie maîtrise de la marionnette pour réussir à jouer parfaitement avec elle comme ça à vue au plateau. Et puis en plus, j'avais l'impression que tous les comédiens manipulaient là où les marionnettes à chaque fois. Il n'y avait pas un manipulateur et des comédiens à côté. C'était assez troublant parce que du coup, les comédiens, ils étaient habillés. Il y a une marionnette pour Lucy, le personnage principal notamment, qui est rousse. Et du coup, il y a 3 comédiennes qui l'incarnent, qui ont une perruque rousse qui favorise le fait qu'on est un peu perdu sur qui est qui et qui est vivant et qui est je ne sais pas, en tissu, en bois. Ouais, ce qui crée d'autant plus aussi ce doute, ce trouble sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction, du rêve ou de la réalité. Oui, et en fait, le spectacle commence avec des miroirs. Enfin, c'est pas des vrais miroirs, mais c'est un décor qui nous fait penser à des miroirs. Et du coup, Lucy regarde son reflet et elle finit par passer de l'autre côté. Et donc, on comprend qu'elle rentre dans le monde des rêves, ou en tout cas dans son intérieur à elle. Et c'est là que du coup, elle devient 3, quoi. On sent qu'elle essaye d'être d'accord avec elle-même, mais que c'est parfois un peu compliqué. Exactement, d'accord ou pas. Enfin, en tout cas, elle est dans ce combat intérieur entre elle, la façon dont elle a sûrement grandi avec sa morale, son humanité, et la nouvelle elle, une fois mordue par Dracula, qui se retrouve avec de nouvelles envies, de nouvelles pulsions. Et après, le personnage de Dracula, en fait, finalement, il est plus là pour représenter l'emprise qu'on peut avoir sur une personne. C'est-à-dire que tout est du point de vue de Lucy. Donc ça va être les conséquences du fait qu'elle ait été mordue vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son attraction envers Dracula. Mais du coup, lui, Dracula, son besoin de sang ou d'être avec d'autres
d'autres femmes, d'autres victimes, ça, c'est pas forcément abordé dans la pièce. Mmh. Les désirs, les ressentis de Dracula sont vraiment mis au second plan pour laisser toute la place à Lucie, à ce personnage féminin. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi très fort dans cette réécriture, cette adaptation du roman de Bram Stoker. C'est que là, le personnage principal, c'est pas Dracula, c'est pas le vampire, c'est pas le ou les chasseurs de vampires, c'est pas un homme. C'est Lucie, c'est la femme victime de la morsure de Dracula. Et ça me paraît assez unique aussi comme point de vue que de s'intéresser à ce point-là à la figure de la femme dans Dracula. Mm. Et du coup, Dracula, lui, se retrouve un peu comme, je dirais, une figure flottante, mystérieuse, qui est là, qui est présent, mais pas tout à fait non plus. Juste, il rôde en toute liberté, en toute impunité, mais c'est pas questionné, quoi. Sa présence n'est pas questionnée. Non, et d'ailleurs, des fois, il est sous forme humaine, des fois, il est sous la forme d'un espèce de chien-loup, parfois sous la forme de chauve-souris. Donc oui, c'est le terme, il rôde vraiment autour. Comme une ombre, en fait. Ouais. Et visuellement, ça, c'était vraiment très beau. Ouais. Une ombre qui est là pour tourmenter face à Lucie qui, elle, est bien présente et bien ancrée dans son tourment, dans sa réalité, sa nouvelle réalité, qui lui provoque bien des misères à essayer de se comprendre elle-même face à ses pulsions. Mais pulsions aussi qui étaient quand même un peu présentes au démarrage parce qu'il y a quand même aussi la scène de la morsure. C'est ce qui m'a un peu questionnée en fait. Moi, je sais pas trop ce qu'elle a voulu dire par rapport à ça. Ce qui m'a un peu perturbée, c'est que j'avais l'impression au départ que Lucie était tout à fait consentante de tout ce qui se passe et que dans le pitch qu'on a lu tout à l'heure, on parle de charge érotique et effectivement la morsure, on a plus l'impression qu'ils font l'amour que juste il la mord, quoi. Mais dans ma tête, tout était consenti. Et en fait, j'ai eu l'impression que tout ce qu'elle subit après, c'est un peu un retour de bâton de t'as été trop libre et du coup, voilà, c'est ça qui t'arrive. Ça m'a un peu perturbée au milieu du spectacle. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as vu, ce que tu as ressenti en tout cas. Moi aussi, j'ai eu l'impression que son rapprochement initial envers Dracula était complètement consenti. En tout cas, qu'elle était dans le désir d'une relation charnelle avec lui. Mais je pense qu'il y a quand même un gap entre avoir une relation charnelle avec une personne et se retrouver changé à jamais Oui. pour le fait d'avoir succombé à son désir. Et c'est là aussi où je trouve intéressant qu'on soit face à un personnage principal qui est une femme, parce que Lucie est une femme qui se retrouve punie d'avoir succombé à son désir envers Dracula. Et c'est vrai que, du coup, de ce que tu disais par rapport au fait que Dracula est un peu mis de côté dans la pièce, lui, ça va, hein, il est libre comme l'air, tout va bien, il continue sa vie. Mais c'est même pas un sujet, mais il paraît d'une légèreté assez déconcertante. Et d'ailleurs, là-dessus, la marionnette aide aussi beaucoup à cette idée de légèreté, parce que Dracula, il est flottant, quoi. Ouais, des fois, il y a des espèces de ballons en hélium qui le représentent. Enfin, je sais pas trop comment c'est fait, mais c'était assez impressionnant visuellement. Il peut même se décomposer. Il y a des moments, ses membres sont pas forcément ensemble, mais ça donne une impression de soupape qui bloque Lucie. De pouvoir suprême, en tout cas. Il peut tout faire constamment. Et il est toujours au-dessus d'elle. Il est en maîtrise constante pendant que elle se débat face à elle-même plus que face à lui, en fait. C'est ça qui est fou. Et c'est là aussi où effectivement ça questionne cette idée de consentement. C'est qu'une fois qu'elle est mordue, elle se retrouve à avoir de nouvelles pulsions destructrices qui la dépassent, mais elle se retrouve aussi à avoir
un désir charnel décuplé envers Dracula, alors même que c'est son bourreau et alors même qu'elle n'avait à aucun moment accepté ou en tout cas été en mesure de savoir ce qui allait se passer pour elle après ce rapprochement avec Dracula. Oui, oui. Et c'est vrai que quand elle décide de rejeter Dracula et du coup de partir en guerre presque, dès qu'elle le retrouve, elle a du mal à résister à la tentation. Et c'est en ce sens-là que quand elles sont 3, finalement, il y en a toujours une qui réussit à garder la tête froide par rapport à ça. Et tu parlais d'emprise tout à l'heure, et c'est là aussi avec ces 3 Lucie, on se rend bien compte à quel point elle est torturée entre, d'un côté, son attachement envers Dracula et de l'autre, sa répulsion. Elle est dans cette constante dichotomie de rejet-attraction. Non, mais j'ai trouvé que ça décrivait très bien l'emprise que peut avoir une personne sur une autre. Et en même temps, je dirais que je suis pas totalement satisfaite du spectacle parce que peut-être que je me suis dit c'est trop simple. Je me suis peut-être dit que du coup j'aurais aimé qu'il y ait des conséquences pour Dracula autres que juste on lui plante un pieu dans le cœur parce que ça c'est ce qui arrive dans toutes les histoires de Dracula. Donc je sais pas, peut-être que j'aurais aimé qu'en fait plutôt qu'elle le tue, bon là on spoil la fin du spectacle mais bon c'est l'histoire de base, peut-être que j'aurais aimé qu'elle absorbe son pouvoir ou je sais pas, quelque chose d'un peu différent en fait. Qu'il y ait une prise de pouvoir en fait qui lui permette de reprendre le contrôle sur la situation pleine et totale. Parce que j'ai pas l'impression qu'à la fin elle est libre en fait. Parce qu'elle revient dans son monde, elle se réveille de son cauchemar. D'ailleurs, Lucid Dreams. Oui, est-ce un rêve? Non. Lucy's Nightmare, peut-être, ouais, tout à fait. Donc, ouais, c'est plus ça qui m'a un peu questionnée. Je comprends ce que tu veux dire parce que y a plein de moments dans le spectacle où je me suis dit que, en fait, je prenais plaisir à voir son côté sombre, son côté qui a envie d'aller vers ces nouvelles pulsions. Il y avait un truc assez empouvoirant aussi en tant que femme, de voir une femme forte, une femme en colère sur ce plateau. Même si évidemment ça passe par des actions qu'on n'aimerait évidemment pas faire, que notre morale humaine... Tu veux dire mordre les autres? Mordre les autres, manger des petits bébés, voilà, des choses comme ça. Bon, j'avais complètement oublié cette scène. Ah bon? Non, moi je l'ai pas oublié. Ah oui. Je l'ai pas oublié cette scène où Lucie, pour assouvir sa soif de sang, croque des petits bébés. Oui, effectivement, j'avais oublié. Et j'ai lu, je trouve ça assez fou, que quand Ingvild a créé je l'appelle Ingvild maintenant, plus rien à foutre, c'est ma pote, voilà, pas du tout. Quand Ingvild a créé le spectacle, elle était enceinte. Et cette scène des petits bébés qui se font croquer pour leur sang lui a un peu servi de catharsis face à cette peur de faire mal à ce petit être. Ok. Et ça m'a fait penser aux phobies d'impulsion. Tu vois ce que c'est une phobie d'impulsion ? Non. C'est quand tu t'imagines faire ou tu as peur de faire quelque chose qui te paraît affreux, dangereux et qui pourrait nuire soit à ton propre bien, soit au bien des autres. D'accord. Par exemple, t'es sur le quai du métro et tout d'un coup, pop, dans ta tête, t'as une pensée où tu te vois pousser la personne devant toi sur les rails. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des... Vas-y, dis-moi. Franchement, le quai du métro, plein de fois. Hein. C'est vrai ? Ouais. Et est-ce que tu te vois pousser les autres ou est-ce que tu te vois, toi, te jeter ? Les deux. Ouais ? Les deux. Mais parce qu'en fait, c'est un peu une prise de conscience bizarre, mais j'ai pris... dans le RER hier, j'ai vraiment eu cette pensée... du coup, le RER arrive et ce n'est pas le bon, mais du coup, je me
prépositionne pour être dans les premiers au prochain RER dans lequel je pourrais monter. Et en fait, j'étais très proche du début du train et assez proche du bord et du quai. Et quand le RER est parti rapidement, je me suis dit, mais en fait, genre, j'aurais qu'à tendre la main pour me faire arracher le bras par le RER. C'est très bizarre comme pensée. Mm. Mais oui, ça m'arrive de temps en temps, ouais. Ou de me dire, je sais pas, je ralentis pas quand il y a une personne qui traverse le passage vite. Aïe, aïe, aïe. La Bah ouais. psychopathe, les gens, ils vont dire. Bah non, mais justement, enfin, il y a un truc déjà qui est prouvé par des psychologues dont c'est le métier. Ouais. Les phobies d'impulsion, quand tu as une telle phobie, tu ne passes jamais à l'acte. C'est ton cerveau qui se représente ses peurs les plus grandes D'accord. et qui, pour les dépasser, visualise la chose en fait. Ok. Ça me fait penser, mais je sais pas si c'est un rapport. Tu sais, on dit que des fois, quand on ressent une pulsion d'amour, d'affection trop forte pour quelqu'un, on a envie de la mordre. Oui. Ou de le mordre. Et je sais pas si ça a un rapport. J'ai déjà entendu ça, mais je comprends. Mais je crois que ça me le fait pas tant que ça. À moi, c'est plus d'étreindre, mais très fort Ouais. jusqu'à faire mal, mais pas tant la morsure. T'es dans la morsure, oh là là. C'est moi Dracula. C'est toi. J'ai trouvé d'ailleurs que la façon dont était représenté le sang était assez bien trouvée parce que du coup ça rentre jamais dans le glauque. Le sang du coup c'est des espèces de rubans rouges, des fils rouges que Lucie et Dracula tirent sur les autres personnages. Et du coup, c'est quand même choquant parce que le plateau est assez sombre, donc le rouge fait tout de suite qu'on voit beaucoup, mais en même temps, visuellement, pas trop glauque. Visuellement, ça reste très propre, en fait, je dirais. Mais ce qui veut pas dire qu'on n'a pas un imaginaire sombre, non. horrifique. On est dans l'horreur, clairement, mais dans l'horreur qui n'est pas là pour dégoûter. Oui. Et ça, j'ai plutôt apprécié. Moi, je suis férue des spectacles qui sont beaux visuellement et c'est vraiment un spectacle qui est extrêmement beau visuellement. Tu l'as dit précédemment et je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour compléter une chose qu'on n'a pas dite, mais qui me paraît très importante parce qu'on parle beaucoup du visuel puisque la pièce est quasiment sans parole. Oui, c'est vrai. À part quelques mots prononcés au début et à la fin du spectacle. Il y a des chuchotements sur scène, mais ils ne permettent pas de capter un dialogue. Il y a des cris, il y a des respirations et il y a cette incroyable musique qui habille au niveau sonore la pièce, mais il n'y a pas de paroles. On se retrouve juste face à Lucie qui gère comme elle peut et c'est à nous d'imaginer ce qui se passe dans sa tête par rapport à ce qu'on voit sur le plateau. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'il n'y a pas de parole qu'il n'y a pas de bruit. Et comme tu disais, les cris, les respirations, c'est vraiment assez impressionnant. Je me rappelle que le chien, du coup, la marionnette du chien, forcément, il aboie, etc. Et des fois, en fait, même quand il y a les marionnettes, on a l'impression que le bruit sort de leur bouche alors que c'est le manipulateur derrière ou à côté. Et c'est tellement bien fait que on se laisse complètement prendre au jeu. Et d'ailleurs, je me rappelle que on était derrière des lycéens, je crois, ou des collégiens, je sais pas exactement, des lycéens peut-être plutôt. Je pense lycéens, oui. Et donc c'était un groupe et on sait à quel point c'est parfois compliqué de rester concentré le temps d'une pièce. Et vraiment, du début à la fin, ils avaient l'air abasourdis, mais dans le bon sens du terme, par ce qu'ils voyaient. Il n'y a pas eu de bruit, pas de paroles entre eux. Et à la fin, ils étaient tous là. Waouh, c'était... Mais je pense que la pièce a eu un effet hypnotisant sur à peu près tous les spectateurs et spectatrices présents, quoi. On est vraiment embarqué dans un univers, on plonge dans ce rêve cauchemar avec elle et on y va du début à la fin. D'ailleurs, c'est assez rare pour être souligné, mais moi, je suis restée attentive du début à la fin de la pièce sans à aucun moment divaguer dans mes pensées sur autre chose que qu'est-ce que je suis en train de voir et qu'est-ce que ça m'évoque à l'intérieur dans mes tripes.
C'est vrai qu'il y a pas eu de moment où je me suis ennuyée, où j'ai été perdue dans d'autres pensées que celles Mmh. du Mmh. spectacle. Moi, je voulais aussi parler de, plusieurs scènes qui m'ont marquée, mais toutes, sont des scènes où Lucie est contrainte, empêchée dans ses gestes, de faire quelque chose, en fait. Oui, Lucie se retrouve donc mordue par Dracula et dans un état de terreur, de peur. Elle est très apeurée, en fait. oui. Et du coup, sa peur et ses nouvelles pulsions l'amènent dans un état qu'on pourrait dire un état de folie, notamment ce qu'on appelle la folie chez la femme, hein, Mmh. être en colère, crier, se débattre. Bon bah voilà, c'est une folle. Donc que faut-il faire pour empêcher la folle d'être folle? Il faut la contraindre dans ses gestes et pour la contraindre, on la maintient. Les hommes la maintiennent, essayent de la plaquer pour l'empêcher d'avoir la moindre possibilité de laisser libre cours à ses pulsions, quelles qu'elles soient, à sa violence, quelle qu'elle soit, parce qu'elle est considérée comme le danger. C'est vrai que cette scène, elle était assez forte parce que, du coup, c'est la marionnette qu'on maintient et en fait, à aucun moment on se dit, c'est un bout de tissu. Enfin, les gestes, les saccades, tout ça, enfin, c'était fort Mmh. et c'était, vraiment, enfin, c'est le moment où j'étais un peu mal à l'aise dans le sens où, bah, forcément, on est empathique et on se met à sa Mmh. place et on le vit pas très bien. Mmh. Moi, à ce moment-là, je la comprends, la colère de Lucie. Quand on l'empêche de faire face comme elle peut à cette nouvelle réalité qui est devenue la sienne, qu'elle est en train de découvrir elle-même. Elle ne se connaît plus, elle ne se reconnaît plus et elle a même pas le droit d'être perturbée par ça. Elle est Oui. empêchée d'être perturbée d'une quelconque façon par sa nouvelle réalité. Mais d'ailleurs, avec le recul, je me dis, à chaque fois qu'on voit les autres personnages qui ont l'air d'être des domestiques de Lucie, un médecin, voilà, ils sont là et ils ne font que la ramener dans son lit à chaque fois. Mmh. C'est la seule chose qu'ils font et ce lit-là, bah, la nuit, il se transforme un peu en cercueil, enfin plutôt la journée en cercueil et du coup, quand c'est la nuit, elle se lève, toute seule et c'est vrai que je me suis dit que ce qui était intéressant aussi, c'est que on n'a pas les conséquences, de ce changement dans son entourage, dans son environnement personnel, on sait rien d'ailleurs de Lucie, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, est-ce qu'elle a de la famille, tout est vraiment, axé sur, son monde intérieur. Mmh. Je me suis posé la question au tout début de la pièce. J'étais curieuse d'en savoir plus sur sa vie à elle. Et en fait, plus la pièce avançait, plus je me disais: «Non mais là, ce qui importe, c'est le présent, c'est ce qu'elle est en train de vivre Oui. maintenant et c'est son psychique, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là?» Et moi, j'ai une question pour toi parce qu'on parlait de la colère qu'elle ressent et qu'elle essaye d'extérioriser, mais dont elle est empêchée. C'est quoi ton rapport à la colère? C'est un rapport très compliqué, aussi à la colère. Je pense que pendant longtemps, j'ai pas du tout su gérer ma colère, c'est-à-dire que je me mettais en colère quand vraiment on atteignait un point assez, enfin genre c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et heureusement j'ai mûri un peu et du coup je pense que j'arrive plus à me mettre en colère ou en tout cas à montrer mon mécontentement plus tôt, ce qui m'empêche du coup d'avoir des crises de colère, très violentes et qui n'aident pas du tout, au quotidien. C'est plus de me laisser le droit de dire: «Bah, non, je suis pas d'accord», mais à l'étape 1 et pas à l'étape, 18 quoi. Mais je sais que toi aussi, enfin, je trouve qu'en tant que femme, c'est une question qui est compliquée, la colère. Mmh. Clairement, moi, j'ai un rapport compliqué également à la colère.
J'ai du mal à l'extérioriser, la colère que j'ai en moi. Pourtant, j'en ai. J'en ai parce que je supporte pas l'injustice, mais ça, c'est parce que je suis balance. Mais la plus grande colère que j'ai, elle est envers moi-même depuis toute petite. Je ressens beaucoup de colère envers moi-même et ça me ronge de l'intérieur. J'arrive pas tant à l'extérioriser. En contrepartie, ça passe par d'autres émotions. J'ai l'impression que j'ai développé un panel d'émotions pour contrecarrer le fait de ne pas réussir à exprimer ma colère. Ou en tout cas de ne plus réussir à exprimer ma colère parce qu'il y a eu des phases dans ma vie, notamment l'adolescence, où au contraire, toutes les émotions pouvaient passer par la colère. Mais maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est la colère passe par toutes les autres émotions. Et notamment, je dirais, une espèce de tristesse ou de mélancolie qui peut m'habiter quand je suis en colère. Mais je crois qu'en fait, c'est pour ça que la fin de la pièce m'a un peu déçue. En fait, je me suis dit, bah voilà, elle a tué Dracula et du coup, c'est fini. Et en fait, je me dis, bah tu peux pas... Enfin, tu peux pas te remettre d'un traumatisme comme ça, en fait. C'est pas parce que le responsable de ton traumatisme disparaît que toi, tu es guéri tout de suite. Et du coup, je trouve que le fait qu'elle repasse dans le monde réel, on a l'impression que bah ça y est quoi, tout est beau, tout est. Enfin, j'exagère, Ouais. j'exagère beaucoup, je caricature, mais je crois que c'est peut-être ça qui m'a un peu déplu. Mais moi, je l'ai pas ressenti comme ça, honnêtement. Je pense qu'il y a l'instant de la vengeance qui est jouissif, Ouais. mais après, j'ai envie de dire, ça demanderait une autre pièce Oui. pour Oui, clairement. pour savoir ce qui se passe vraiment dans sa tête et comment elle réussit à vivre l'après-vengeance, quoi. Peut-être que du coup, ça m'a perdue dans l'objectif de la pièce. Pour toi, c'est quoi l'objectif de la pièce? Enfin, c'est quoi le message qu'elle veut faire passer? Bah, j'ai pas du tout la réponse à cette question, mais moi, ce que j'ai vu en tout cas, c'est le désir de mettre en avant un personnage féminin qui traverse un changement profond qui l'amène à se laisser envahir par une force destructrice. Et de là, bah, comment ça se passe, quoi? Comment ça se passe à l'intérieur quand on vit un traumatisme, une agression, et que derrière, on se retrouve face à soi-même pour essayer de gérer tout ça, avec aussi des pulsions qui paraissent intolérables. Mais je pense que ce trouble-là que ça crée en nous, de savoir où est, en fait, c'est con à dire, mais où est le bien, où est le mal? Oui. Et ce trouble qu'on ressent, que moi j'ai ressenti moi-même, à me dire mais j'ai pas envie de voir qu'elle fait du mal, Lucie, parce que je suis à fond derrière elle, parce qu'elle a vécu un truc qui est pas acceptable et derrière elle doit gérer ce que ça a profondément changé en elle. Non, oui. Non, oui. Moi, contrairement à toi, je connaissais pas du tout cette artiste. J'avais pas vu d'autres pièces d'elle. Et ça m'a beaucoup donné envie de découvrir ce qu'elle avait fait d'autre. Moi, j'avais vu également Moby Dick qu'elle a créé. Je crois que la création était prévue à peu près à la période du Covid. Donc, ça a sûrement dû être reporté. Je sais plus. Je pense que je l'ai vu en 2021 ou 2022, ce spectacle. Et ça m'avait extrêmement plu. C'était visuellement tout aussi incroyable. L'utilisation de la marionnette était également absolument fabuleuse, d'une grande qualité. Et la musique présente habillait aussi de façon merveilleuse la pièce. Enfin, j'ai eu que des choses positives à dire sur ce spectacle. Ça m'a donné envie de redécouvrir Moby Dick. De la même façon que là, ce spectacle m'a donné envie de redécouvrir Dracula. Est-ce que toi, ça t'a donné envie de redécouvrir Dracula? En fait, moi, j'ai vu Nosferatu de Robert Eggers avec Lily Rose Depp. En fait, donc Nosferatu, je sais pas si tu sais, mais à la base, c'est juste Dracula, mais ils avaient pas les droits, donc ils l'ont appelé Nosferatu. Ah. Je crois le très très vieux, c'est pour ça. Mais c'est vraiment l'histoire de Dracula. Et en fait, là, le film, il était beaucoup du point de vue
de Lily Rose Depp, dont j'ai oublié le nom dans le film. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant de le mettre en parallèle avec ce spectacle, parce qu'elle rêve de Nosferatu Dracula depuis qu'elle est petite. Et donc, il vient la hanter dans ses rêves, et du coup, il veut qu'une seule chose, c'est coucher avec elle et qu'elle dise oui. Et en fait, au fur et à mesure du film, tout le monde meurt tout le monde meurt autour d'elle, et elle est traitée de folle et d'apporter la malédiction à tout le monde, etc. Et en fait, elle finit par céder, et donc par dire oui à Dracula Nosferatu, et donc à coucher avec lui, et en fait à le faire en sorte qu'il couche avec elle pendant toute la nuit et qu'il oublie le lever du jour. Et du coup, quand les lumières arrivent, il meurt. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce que là, du coup, dans le film, c'est un peu... elle est un peu la fille, c'est le symbole de l'innocence, elle ne craque jamais, et en fait, elle se sacrifie, elle donne sa vertu pour sauver le monde. Et du coup, je trouvais ça intéressant de le mettre en parallèle du spectacle, où, du coup, dans le spectacle à Dracula, ce que je trouvais intéressant, c'est que en fait, le fait de coucher avec quelqu'un, c'est pas vu comme un truc négatif, de sacrifice, je sais pas comment l'exprimer, mais je trouvais que du coup, comme Nosferatu est vachement inspiré du livre, je me suis dit qu'au final, le spectacle avait quand même beaucoup adapté et rendu plus moderne les choses. Ouais, complètement. Dans le spectacle, elle est maîtresse de son désir d'avoir une relation charnelle avec Dracula au départ. Et puis surtout, dans Nosferatu, Dracula, le monstre est absolument monstrueux. Enfin, il n'y a aucun moment la question de l'attraction érotique. Enfin, le mec, il a des trous dans le corps, c'est un cadavre, quoi. Ouais. Donc, ouais. Oui, alors que là, dans la pièce, Dracula est représenté comme un homme. Il y a pas... Bon, il a la peau un petit peu pâle, certes, voilà. Mais c'est tout. Mais bon, rien d'alarmant, quoi. Ouais. Et toi, ça t'a donné envie de lire le livre ? Ça m'a donné envie de lire le livre, et en même temps, je sais d'avance que je vais être frustrée que la lumière ne soit pas sur les personnages féminins dans le livre. Mais ceci dit, je pense que lire le livre pourra m'aider à comprendre davantage, ou à me mettre davantage en tête la façon dont la fascination pour Dracula peut se créer chez quelqu'un, et bon, là en l'occurrence chez Lucie, sa victime. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle l'appelle Lucie. Je me suis posé la question pourquoi elle l'avait appelée Lucie, puisque du coup, dans Dracula, et même je crois dans Nosferatu, c'est toujours les mêmes prénoms qui reviennent. Je crois que c'est Mina ou un truc comme ça. En fait, dans l'œuvre de Bram Stoker, Lucie est l'amie de Mina. Ah, d'accord. Et donc, Lucie est vraiment victime de Dracula dans l'œuvre originale. Ok, je savais pas. Voilà. Je me suis dit, est-ce que ça a un rapport avec la chanson des Beatles, Lucy in the Sky? Pas du tout. Mais elle fait des liens poétiques, celle-ci. Référence. Dis donc. On a parlé de plein de choses, et tout à l'heure, je sais plus ce que tu as dit, mais ça m'a fait dans ma tête penser à une autre scène. Ah oui, alors ça remonte, c'est que tout à l'heure, tu parlais des fameux fils rouges qui représentent le sang. Il y a une scène où ces fils rouges servent aussi, une fois de plus, à contraindre Lucie dans ses gestes, en tout cas sa marionnette. Des fils rouges sortent de tous ses membres, des quatre coins de son corps, et les hommes présents autour tirent sur ces fils rouges pour l'empêcher de bouger. Et une comédienne qui joue Lucie rentre au plateau pour essayer de sauver cette Lucie marionnette qui se retrouve prise au piège de l'emprise de ces hommes qui l'empêchent de faire quoi que ce soit. Et la détresse à ce moment-là de la comédienne qui joue Lucie et qui essaye désespérément de la protéger m'a fendu le cœur, m'a profondément touchée, parce que c'était déchirant de voir à quel point, à ce moment-là, il n'y a personne d'autre qu'elle-même pour essayer de se sauver. Personne n'essaye de comprendre ce qui se passe, ce qui lui arrive. Tout ce qui leur importe, c'est
qu'elle reste bien sage, bien gentille, comme la gentille petite femme qu'elle est. Alors que pendant ce temps-là, rappelons-le, Dracula, lui, n'est pas du tout traité comme fou et n'est pas du tout empêché d'être. Je pense que surtout, on la croit pas. Ouais. Mais c'est là où je trouve que le traitement que fait Ingvild Aspelin, Tu l'as très bien dit. on le dit de façon hyper naturelle, non, pas du tout. Mais le traitement qu'elle fait du personnage de Lucie et du personnage de Dracula me paraît d'autant plus unique qu'on est dans le fantastique, mais à la frontière du réel, et on n'est pas dans un truc complètement imaginaire, en fait, qui nous paraît pas du tout réel. Oui. Parce que l'agression, la morsure que vit Lucie est derrière les pulsions destructrices auxquelles elle doit faire face une fois qu'elle a été mordue, ça nous rattache quand même à des choses, des agressions qui arrivent dans la vraie vie et à la façon dont les femmes doivent gérer derrière ces traumatismes-là. J'ai beaucoup mentionné les scènes où Lucie est contrainte, empêchée dans ses mouvements, parce que c'est les scènes qui m'ont le plus marquée. Ouais. Je me demande, est-ce que toi, tu te souviens d'une fois où tu t'es particulièrement sentie empêchée de faire quelque chose ou contrainte ? Dans la vie, tu veux dire ? Dans la vie, ouais, dans ta vie perso, dans ta vie pro. Je dirais que c'est plus, à la limite, le rapport aux vêtements. Mmh. Donc ça va être plus m'empêcher de mettre certaines tenues parce que je me dis là je vais prendre les transports, je vais rentrer tard, ou du coup je vais me restreindre personnellement. Mais c'est pas t'as l'impression que c'est toi qui t'empêche à ce moment-là, mais c'est pas toi qui t'empêche. C'est la société. C'est la société, c'est la pression du regard de l'autre, du jugement sur un corps, sur le corps d'une femme. Mais j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des meufs qui lançaient des soirées entre elles qui s'appellent la tenue que je peux mettre nulle part ailleurs. Et je trouve ça trop cool. Et je me dis, tu vois, autant quand on était au lycée ou même après en études sup, quand on allait, quand on faisait beaucoup de soirées, etc., tu peux toujours trouver un moment où mettre ce petit haut à paillettes. Et dans nos vies actuelles, c'est sûr que c'est beaucoup moins facile. Et toi ? Mais si t'as un petit haut à paillettes, mets-le. Moi, je suis pour la réhabilitation de la paillette au quotidien. Vraiment, Et tu m'as quand même dit, est-ce que ce violet n'est pas trop c'est vrai, indécent pour non, j'ai pas dit indécent. J'ai dit, est-ce qu'il est pas un... Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme terme ? Trop osé, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Trop flashy, trop tape à l'œil. Trop m'as-tu vu ? Est-ce que je prends pas trop de place avec ce pull ? Et voilà. Et qui se restreint ? Et qui se restreint ? Mais à cause de qui ? Non, mais oui, carrément. Tout ça, c'est intériorisé. Et puis après, on n'arrive plus à s'en dépêtrer, quoi. Mais toi, t'as eu l'impression dans ta vie que t'as été restreinte de façon extérieure ? Je saurais pas dire un événement marquant. Mais après, je pense qu'il y a quand même clairement... quelque chose d'intériorisé qui fait que on se laisse pas l'opportunité d'être 100% soi-même. Enfin, je ne me laisse pas l'opportunité d'être 100% moi-même par peur d'être trop ou pas assez. Et je saurais pas expliquer les fondements de ça, si ce n'est les fondements sociétaux qu'on a évoqués avant. Mais je pense que ça va au-delà de ça aussi. Enfin, c'est dur, quoi, de prendre vraiment sa place et d'être soi-même. Je trouve que c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, notamment en allant voir des spectacles. La place dans les salles de théâtre, c'est toujours un questionnement, quoi. Genre, est-ce que je vais dépasser de la place ? Est-ce que je vais réussir à poser mes fesses dans le fauteuil ? Est-ce que mes genoux vont taper le siège d'en face ? Genre, hier, je suis allée dans un théâtre, donc c'était un théâtre privé, donc à l'ancienne, à l'italienne, mais c'était horrible. Enfin, genre l'assise est juste atroce. Enfin, j'avais tellement mal aux genoux à la fin du spectacle. Et ça m'est arrivé aussi, ça faisait longtemps que j'étais pas allée à Châtelet pour voir un film à l'UGC au Hall. Et je me suis assise dans le siège et genre j'étais bloquée par mes hanches. Et je me suis dit, mais
Attends, enfin, c'était un cinéma, quoi. Non, mais ça, c'est abusé. Et ça, j'ai plus d'exemples de où j'ai pu être contrainte par mon corps à prendre moins de place, en fait. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un très bon exemple que tu donnes là, en fait. Le corps qui est inadapté, ou qu'on te fait comprendre que ton corps est inadapté d'une façon ou d'une autre. Et je me sens dans le devoir de citer Marie de Brouwer, qui est humoriste, chroniqueuse, podcasteuse, et qui fait énormément de contenu pour dénoncer la grossophobie. Et quand elle a l'occasion de jouer dans un théâtre ou de découvrir un nouveau théâtre, elle dit systématiquement si les sièges sont adaptés ou non pour les gros et les grosses. Et je trouve ça super d'avoir ce retour-là. Enfin, c'est tout con, mais en fait, c'est rassurant aussi d'aller dans un endroit où tu vas pas te sentir trop ou pas assez. Ouais. Parce que d'ailleurs, dans cette pièce, Lucie, Dracula, tous les personnages ont des corps filiformes. Oui. À quand une adaptation où tout le monde est gros, putain? Bah ouais, il faut un peu de représentation, quoi. Écoute, je pense moi, de mon côté, en tout cas, j'ai fait un beau panel de toutes les émotions que m'a fait traverser la pièce. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu veux rajouter? Non, je pense que j'ai fait le tour aussi. Vraiment, juste redire que la musique était incroyable. Ouais. Oh, attends, alors, la musique est tellement incroyable que je pense que c'est important de citer la créatrice, la compositrice de la musique du spectacle, qui est une collaboratrice fidèle et complice de Ingvild Aspelli depuis longtemps maintenant. Le problème, c'est que le problème, c'est pas du tout un problème, mais c'est un problème pour ma prononciation. Elle est norvégienne également. Donc, je tenterai de dire qu'elle s'appelle Anne Marte Sørlien-Hulen. Mais c'est super bien dit. Attends, fais voir. Anne Marte Sørlien-Hulen. Écoutez, on a essayé de faire un effort de prononciation qui est sûrement complètement raté et on s'en excuse profondément. Mais c'était important de la citer parce que vraiment son travail est incroyable et je pense avoir dit le mot incroyable au moins 6 ou 7 fois pendant cet épisode. J'ai dit impressionnant beaucoup. Oui, on a aussi dit beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que on va passer à un petit jeu. Oui, pour conclure cet épisode. J'ai trop hâte, je suis prête. On va vous proposer un petit quiz. Et en fait, c'est moi qui vais proposer un petit quiz à Célia. Et vous pouvez jouer avec nous au travers de votre plateforme d'écoute. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour Deux meufs un quiz. Il y aura 3 questions en tout, avec une petite mise en contexte pour chaque question. C'est parti. Très bien. Ingvild Aspelli a grandi en Norvège. Elle a fréquenté un lycée spécialisé dans les arts vivants, puis fait une formation en création de costumes. Et à 20 ans, c'est en France qu'elle décide de poursuivre ses études théâtrales. Mais pourquoi ce choix? Réponse 1. Petite, elle a lu Le Petit Prince, en norvégien donc, et rêvait d'apprendre le français pour lire l'œuvre originale. Petit 2. Elle était fascinée par une amie d'adolescence de sa mère qui vivait en France. Petit 3. Elle a eu un coup de cœur pour le jeu de Marion Cotillard et s'est intéressée aux acteurs et actrices français à partir de là. C'est tout? Il n'y a que 3 propositions? Oui, tout à fait. Une réponse est vraie. Laquelle? La 1. Le Petit Prince? Oui. Et c'est une mauvaise réponse. Oh non. La bonne réponse était la 2. Ah, c'est l'amie d'enfance? Oui, tout à fait. Je tiens ça d'une interview d'elle dans Coup d'œil en 2023. Elle dit qu'une amie d'adolescence de sa mère vivait en France
Et donc, je cite, « À travers ce lien, j'ai développé une sorte de fascination. J'ai très tôt eu l'envie d'apprendre la langue. Et donc, très naturellement, j'ai également voulu y faire mes études. À l'époque, j'avais aussi envie d'une autre approche du théâtre que celle qui était délivrée en Norvège. Je souhaitais quelque chose de plus corporel, de plus visuel. C'est aussi cela que je suis venue chercher à Paris. » Ok. Et alors, je ne connais pas le théâtre norvégien, mais pour le coup, si ce qu'elle est venue chercher à Paris, c'est un apprentissage autour d'un art visuel qui serait plus corporel, bah, le pari est complètement réussi parce que cette pièce en est la parfaite incarnation. La pièce est presque chorégraphiée, j'ai envie de dire. Oui. C'est pas considéré comme une pièce de danse, mais dans le geste est tellement maîtrisé, élégant. On revient à la manipulation de la marionnette qui est impressionnante, encore une fois. Ouais. Mais du coup, moi, j'y ai vu aussi un vrai travail chorégraphique. Ouais. Question 2. Dans la pièce que nous avons vue, Lucie est représentée en triptyque par 3 comédiennes simultanément au plateau, comme on l'a dit plusieurs fois. On peut trouver une explication dans le roman de Bram Stoker. Ah. Mais laquelle ? Petit 1. En fouillant dans la bibliothèque du comte Dracula, le jeune clerc de notaire Jonathan Harker, qui est fait prisonnier du château, trouve un livre étrange nommé « Les 3 fiancés ». Ok. On compte 3 femmes parmi les victimes de Dracula. Lucie, son amie Mina et la psychologue Jenna Seward. Petit 3. Jonathan Harker, qui est donc enfermé dans le château de Dracula, fait un rêve effrayant dans lequel 3 femmes apparaissent. Je penche pour la 3. Eh bien, c'est une bonne réponse. Je crois que dans le film Nosferatu, il y a un truc comme ça. J'ai un doute. Je ne me rappelle plus exactement, mais... Eh bien, c'est Wikipédia qui va nous donner plus d'explications à ce sujet et je vais donc t'étayer ce passage de Dracula. Donc, un jeune clerc de notaire nommé Jonathan Harker se rend dans le château du comte Dracula pour affaires. Après quelques jours aux côtés de son hôte, il se rend compte qu'il est pris au piège. Une nuit, il découvre une aile du château inexplorée jusqu'alors et s'y endort. Il rêve alors de 3 jeunes femmes qui discutent de qui va l'embrasser la première. Jonathan est simultanément rempli de crainte et de désir et ne bouge pas, mais continue à observer les femmes, les yeux mi-clos. L'une d'elles se penche sur lui et commence à lui mordre au cou quand le comte apparaît tout à coup et les repousse. Il déclare que Harker lui appartient, mais leur promet aussi qu'elles pourront la voir une fois qu'il en aura terminé avec lui. Puis, il leur donne un petit sac qui gémit, comme si un enfant était à l'intérieur. Horrifié, Jonathan perd connaissance. Il se réveille dans son lit, sans pourtant se rappeler d'être rentré dans sa chambre et comprend bien que sa rencontre avec les 3 femmes n'était pas un rêve. Il s'agit de 3 femmes vampires qui vivent avec Dracula dans son château, où elles attirent les hommes par leur beauté et leur charme, avant de se nourrir de leur sang. Et donc, selon certaines théories, ces 3 femmes seraient soit les 3 épouses de Dracula. Il pourrait également s'agir, selon d'autres théories, de sa femme et ses 2 filles, ou encore de ses 3 sœurs. D'accord. Bah, je trouve que du coup, ça donne une autre dimension à la pièce aussi. De se dire que Lucie, ça peut être 3 vampires. Ouais, pleinement devenus vampires, qui veut attirer les hommes pour profiter de leur chair et de leur sang. 3e et dernière question déjà. Oui. Oh. Le personnage de Dracula est inspiré de Vladislav III, qui a vraiment existé au XVe siècle et qui était prince de Valachie. Il s'agit d'une région de la Roumanie. Il était surnommé Dracula, qui veut dire fils du dragon. Mais quel était son autre surnom ? Je te propose Vlad le Fou. Je te propose également Vlad l'Empaleur. Je crois que c'est ça. Et je te propose enfin Vlad le Broyeur. L'Empaleur. Aïe, 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 c'est évidemment ça, oui. J'ai trop de culture, que veux-tu ? Eh oui, Vlad l'Empaleur, car il empalait tous ses opposants pour garder son trône. Une personne charmante. Sympa, non ?
Et il y a notamment cette petite anecdote quand un autre candidat au trône nommé Dan III a reçu le soutien de toute une ville. Vlad a empalé 30 000 personnes, dîné au milieu de ce sanglant carnage, puis mis le feu à la cité. Une personne qui a besoin d'aller chez le psy pour parler de sa gestion de la colère. Bah tout à fait, bah Vladounet. Mais enfin, mais on fait pas ça. On n'empale pas les gens, Vlad. Combien de fois faut te le dire? Bah plus de 30 000 fois visiblement. Oh, insupportable celui-là. Oh là là. Mais du coup, ça s'est vraiment passé? Mais du coup, ça s'est vraiment passé. Et donc, de cet affreux personnage, on en a fait quand même un fantasme, j'ai envie de dire. Ce qui est quand même assez dingue, voilà. Bah, il me fait d'où viennent tous nos combats féministes, finalement. Non, bah c'est Ramsay Bolton, quoi, dans Game of Thrones. Ah oui, oh là là. Oui. Qui s'appelle l'écorcheur. Ah oui. C'est la même chose. Ouais. Mais 30 000 personnes. 30 000 en un coup, mais il y en a eu d'autres oui. sur son chemin de vie. Bah oui, écoute, on va pas s'arrêter là. Un de plus, un de moins à ce stade, j'ai envie de te dire. Ça fait plus une grande différence. Écoute, ouais. Est-ce que c'est sur ces paroles extrêmement belles qu'on finit ce premier épisode? C'est sur ce sang et cette violence que s'achève le tout premier épisode de Deux meufs, une pièce. On espère que ça vous a plu. Oui, tout à fait. On espère que vous prendrez du plaisir à écouter les prochains épisodes également. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, pour avoir du petit contenu en plus. Bon, voilà, écoutez, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et est-ce qu'on dit ce qu'on va voir prochainement? On peut, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va voir prochainement? Mais je ne m'en rappelle plus. Il s'agira de La vie secrète des vieux de Mohamed El Khatib, qu'on va voir au Théâtre du Rond-Point. Et à bientôt. À bientôt. On n'est pas à l'abri de dire des conneries intéressantes.